Bonsoir et bienvenue sur Noa pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage. Nous allons passer en revue l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Et ce soir, nous sommes accompagnés par un invité. Il s'agit d'Alain David, député PS de la 4e circonscription de Gironde. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence. Vous pouvez vous asseoir. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, les prix du carburant grimpent ces derniers jours et atteignent même des niveaux records. Le portefeuille des automobilistes est directement touché puisqu'il est difficile dans la région de se passer de voiture. C'est notamment le cas de ceux qui y vivent ou travaillent en zone périurbaine. Exemple donc entre Limoges et Saint-Junien. 1 € et plus de 77 centimes le litre de super samplon 98, 1 € et 67 centimes pour le 95. Bien trop élevé. Il est aussi cher qu'il était au mois de décembre, si mes souvenirs sont peut-être même plus cher. Pour l'essence, ce sont même les tarifs de 2013 qui sont désormais atteints. Ce jeudi, le litre coûte en moyenne 1 € et 59 centimes en France, ce qui représente 6 centimes d'augmentation en un an. Le diesel, lui, est au niveau d'octobre dernier. Le litre s'affiche à 1,50 € en moyenne. À ce prix-là, le portefeuille des automobilistes est fortement touché. Pour moi, par exemple, étudiante et en même temps qui travaille, c'est un peu compliqué de pouvoir mettre autant d'essence quand on fait beaucoup de trajets, vu le prix de l'essence maintenant. Je fais qu'un demi-plein parce que c'est quand même assez lourd sur le budget. Je ne vais plus du tout faire mes courses à Limoges. Passer ma journée à me promener dans les magasins, je ne le fais plus. Je ne vais pas partir un week-end en Bretagne voir ma fille parce que j'en ai pour 200 €, quoi. Les associations d'usagers de la route dénoncent une situation qui pénalise les habitants des zones rurales et périurbaines. Cette voiture est indispensable pour travailler, pour aller faire des courses, pour toutes les raisons de déplacement, incontournable. Et dans le budget des ménages, effectivement, le prix de l'auto est déjà un budget et le prix du carburant en est un qui est conséquent et qui a atteint ses limites. Pour amortir ce budget, les associations réclament l'instauration d'une taxe flottante, des taxes qui représentent 60% du coût du carburant en France, mais c'est aujourd'hui le prix du baril qui est en cause. Selon les experts, le cours du pétrole devrait être bientôt plus favorable aux consommateurs. Alors Alain David, les prix élevés des carburants ont été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes en novembre dernier. Est-ce qu'au fil des mois, on n'a pas oublié un peu cette préoccupation-là ? Effectivement, on le voit bien. On voit bien que les prix s'envolent aujourd'hui et au détriment, c'est vrai, de tous ceux qui ont besoin d'un véhicule pour se déplacer, en particulier les personnes des zones rurales, les zones périphériques urbaines, tous les endroits où les habitants n'ont pas de transport en commun. La plupart du temps, ils sont obligés d'avoir leur véhicule et ça a un coût très, très élevé. Et c'est vrai que l'État n'a pas réagi. Ça ne fait pas partie des annonces d'Emmanuel Macron suite au grand débat national. Il y a peu de choses, selon vous, qui ont été réglées autour de cette question du prix du carburant. Franchement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais très peu apparemment retenues. Et j'ai l'impression que ça a été plus un grand blabla, comme on dit, que réellement une volonté de régler tous ces problèmes, quoi. Reste donc des prix élevés à la pompe. Comment peuvent faire les usagers selon vous ? Il faudrait que l'État, effectivement, mette en place une taxe flottante, enfin la TIPP flottante. C'est ce qui avait été à certaines occasions mis en place. Mais en tout cas, ou peut-être intervenir pour baisser carrément les taxes existantes. Nous poursuivons notre tour de l'actualité avec cette idée lancée par le ministre de l'Action et des Comptes publics et pourquoi pas des fonctionnaires de Bercy délocalisés à Guéret. La petite phrase de Gérald Darmanin prendra-t-elle forme et en Creuse, qu'en pensent les élus ? On regarde le reportage et on en reparle juste après. Des fonctionnaires du ministère de l'économie vont-ils s'installer en Creuse? L'idée fait son chemin. Gérald Darmanin en avait fait la confidence à des élus creusois. Jean-Baptiste Moreau y croit et pour le député En Marche, le plus tôt sera le mieux. Il faut qu'on sorte du discours misérabiliste quand on parle de ce département. Aujourd'hui, on a plein d'atouts, on a une vie hyper riche au niveau associatif, au niveau culturel. Il faut qu'on attire de nouvelles populations. On a un environnement préservé, on a des habitations et des loyers à prix très, très modiques. Donc il faut qu'on attire suffisamment de population. La Creuse compte plus de mortalité que de naissances. Ici, tout le monde veut inverser la tendance, à commencer par la présidente du département. Elle n'a pas d'attente précise en matière de services, mais elle espère surtout de nouveaux habitants. Merci.
Quel service, peu importe après tout, peu importe vraiment que des gens reviennent vers des territoires ruraux sans que ça leur fasse peur. Il faut aussi que ce soit un choix, donc il faut que cela soit préparé. Demain, la fibre est partout en Creuse, donc la Creuse peut accueillir de nouvelles procédures de travail, du télétravail en particulier. Pour dynamiser une ville comme Guéret, c'est une très bonne idée de déconcentrer des services ou même un ministère. On peut rêver. À Guéret, la caisse d'allocation familiale assure déjà des missions pour le compte du siège parisien. D'autres services comme l'URSSAF ou la Poste sont à venir. Mais pour le maire de Guéret, l'annonce du ministre ressemble fort à des propos de campagne. On l'a vu avec le CNASEA à Limoges où ça a été très compliqué. On l'a vu avec les Gobelins à Aubusson où ça a été encore plus compliqué. Regardons ce qu'on est capable de faire quand on localise de l'activité. Et là, on a un savoir-faire. Moi, les effets d'annonce, c'est quelque chose maintenant qui commence à m'agacer un peu, très franchement. En tout, ce sont près de 3000 fonctionnaires qui devraient quitter Paris pour la province. Combien viendront réellement à Guéret? Gérald Darmanin promet que sa réforme, elle, sera effective à l'horizon 2022. Les effets d'annonce, Alain David, ça vous agace aussi? Vraisemblablement, parce que, écoutez, franchement, d'un côté, on nous annonce la suppression de 120 000 postes, puis après on y renonce, et puis maintenant on nous propose, à quelques jours des élections européennes, ce genre de mesures pour les zones rurales et en particulier pour la Creuse. Écoutez, je ne crois pas que ce soit sérieux, quoi. C'est une annonce qui a dû être faite aux alentours du 1er avril, hein, mais à mon sens, ce n'est pas très sérieux et ça ne correspond pas à ce qu'on nous avait annoncé et les choses pour lesquelles on était préparé, c'est-à-dire en gros, et pour lesquelles que l'on contestait d'ailleurs, c'est la suppression d'un certain nombre de fonctionnaires. Moi, écoutez, franchement, je n'y crois pas du tout. Alors parlons à présent justement des élections européennes. Celles-ci auront lieu le 26 mai prochain en France. D'ici là, c'est un vrai casse-tête pour les communes qui doivent installer d'ici dimanche les très nombreux panneaux d'affichage. 33, comme les 33 listes inscrites pour ces élections, un chiffre valable au moment du tournage de ce sujet. Mais le Conseil d'État, en fin de semaine, a validé une 34e liste. On regarde ce reportage réalisé à Blon, en Haute-Vienne, et on en reparle juste après. Sur les routes de la campagne limousine, dans les monts de Blon, beaucoup de moutons et très peu de panneaux électoraux en cette période de campagne pour les européennes. Problème, les petites communes peinent à installer suffisamment de panneaux à cause de la multiplicité des listes. Il faut agrandir le mur. Le nombre de listes nous crée quelques soucis puisque nous avons 10 panneaux électoraux qu'on coupe en deux, donc ça fait 20. Donc on est un peu embêtés, on les pose sur un mur qu'on ne peut pas agrandir, donc on a décidé de couper les panneaux en 4 pour laisser la place à tout le monde. Pendant que les employés municipaux s'activent, à l'intérieur, on prépare malgré tout les cartes électorales car le scrutin approche. À quelques kilomètres de là, dans la petite commune de Touron et ses quelques 500 habitants, l'organisation des élections va coûter cher à la municipalité, 500 €, une dépense dont le maire se serait bien passé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est encore des frais supplémentaires, c'est du temps de passer, c'est du travail. Et les petites communes, malheureusement comme nous avons encore un groupe scolaire avec une masse salariale, nous avons quand même des budgets relativement serrés. Il faut faire très attention et là encore, malheureusement, on subit des choses qui font que ça devient vraiment très difficile. Ici, 8 panneaux sont d'ores et déjà montés. Reste à trouver le matériel pour installer les 25 autres. Les européennes, au vu des sondages, ne passionnent guère les Français. Pas sûr que les affiches qui vont fleurir sur ces panneaux vont y changer quelque chose. Alain David, 34 listes, est-ce bien raisonnable? Écoutez, la démocratie veut que toute personne désirant se présenter puisse le faire. Alors déjà, après on peut s'interroger effectivement parce que on parle de l'Europe là, hein. On parle pas de, on voit des petites listes, qui ne représentent pas grand-chose. Est-ce que ça ne rajoute pas un peu de flou à cette élection qui a du mal à attirer les votants, notamment les jeunes? Certainement. Je pense qu'ils ne doivent pas tellement s'y retrouver dans cet imbroglio en quelque sorte et dans cette multitude de candidatures. Néanmoins, que dire? Il faudrait certainement que les communes soient beaucoup plus aidées par l'État, justement, et qu'il y ait une intervention de l'État beaucoup plus importante, de façon à dédommager, en quelque sorte, les petites communes en particulier,
qui doivent faire face à des frais qu'ils n'avaient pas envisagés. Alors vous êtes un député de l'opposition, vous êtes député du Parti socialiste. Est-ce que vous pensez que ces élections européennes vont se transformer en un plébiscite ou non du chef de l'État? Est-ce que c'est l'enjeu aussi de ces élections européennes du 26 mai? Écoutez, il a souhaité mettre en jeu, en quelque sorte, et dire qu'il est le dernier rempart contre l'extrême droite. Il joue un jeu dangereux, mais qui, finalement, s'il veut jouer à ce jeu, il faut qu'il aille au bout des choses. C'est-à-dire que s'il veut effectivement être le dernier rempart, s'il ne l'est pas, il faut qu'il en tire les conséquences. Quelles pourraient être ces conséquences si la liste En Marche n'arrive pas en tête? Écoutez, il y a eu certaines époques, les présidents allaient jusqu'à la démission lorsque un référendum leur était défavorable. Et là, c'est en quelque sorte pour ou contre Macron, puisqu'il s'agit presque de ça. Et je dirais même, je conseillerais aux électeurs de ne voter ni pour l'un ni pour l'autre, et de voter pour d'autres listes qui représenteront d'autant mieux les Français et beaucoup mieux les Français. Direction Senon, maintenant une ville que vous connaissez bien, puisque vous avez été le maire de cette ville pendant 22 ans, me semble-t-il. Alors, peu d'enfants sont allés à l'école vendredi, seulement 10%, un appel des stylos rouges, mouvement d'enseignants contre la réforme Blanquer, qui ont réussi à mobiliser les parents d'élèves. On regarde. Des écoles bien plus calmes que d'habitude ce matin. Dans ce secteur populaire de la rive droite de Bordeaux, l'opération École morte a été particulièrement bien suivie. Sur la commune de Senon, les parents se sont mobilisés. Sur l'école Camille Maumet, il y a 29 élèves sur 230 ou 240. 90% d'élèves absents dans cette école primaire. Même ratio dans d'autres établissements de la commune et des cités voisines. Les parents, regroupés en collectif, sont mobilisés ici depuis 3 mois contre la loi Blanquer. On redoute des conditions de travail moins bonnes pour nos enfants et puis des formations aussi moins bonnes pour les enseignants. Le recours aux contractuels, la disparition des directeurs d'école sont des points d'inquiétude, mais aussi surtout la création de 2 catégories d'établissements, ceux axés sur l'international, les autres sur les savoirs fondamentaux. Les établissements publics des savoirs fondamentaux font directement référence à ce que Jean-Michel Blanquer appelle les savoirs fondamentaux, qui sont lire, écrire, compter et respecter autrui. Et ça, c'est un petit peu l'orientation qui a été prise depuis les années 2000, c'est restreindre les ambitions d'apprentissage. Et depuis les débuts des années 2000, on a constaté en France une augmentation des inégalités scolaires. Il y a un vrai choix de société qui est devant nous, entre une école encore plus inégalitaire ou une école de la réussite de tous. Parents et enseignants redoutent une école à 2 vitesses. Ils comptent rester mobilisés pendant l'examen de la loi qui sera discutée au Sénat la semaine prochaine. Alain David, quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'on se prépare à une école à 2 vitesses? Moi, j'ai voté contre cette loi en première lecture. Cette loi détricote en quelque sorte ce que nous avons réalisé et qui correspondait à un certain nombre d'améliorations des conditions de transmission du savoir. Or là, effectivement, des menaces sur présence ou non d'un directeur demain dans les groupes scolaires, des mesures qui ont été essentiellement, semble-t-il, dirigées pour faire financer par les communes, en particulier l'accueil dans les maternelles pour les écoles privées. Bref, un certain nombre d'autres mesures tenant au devoir de réserve des enseignants. Bref, des difficultés qui naissent au niveau des relations entre les enseignants et leur hiérarchie, qui est vraiment incompréhensible. Et puis ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est la mobilisation des parents d'élèves qui craignent au final que leurs enfants apprennent moins bien, moins de choses dans cette école-là. Nous sommes la 5e puissance mondiale, toujours que je sache, avec, nous avons créé un certain nombre d'élites qui proviennent de notre école publique, de notre école républicaine. Nous avons même formé des Macron. Nous avons formé des gens qui représentent aujourd'hui cette élite. Écoutez, que demander de plus? Certes, il faut sûrement améliorer, apporter un certain nombre de correctifs, mais on ne modifie pas la loi dans des
proportions telles qu'il faut faire une véritable révolution. Et des éléments d'explication sur la forte mobilisation à Senon que vous connaissez bien ? Ah oui, mais Senon est mobilisé, Senon, les parents d'élèves ne comprennent pas ces mesures, ne comprennent pas. Peur aussi d'être laissé un peu pour compte ? Bah oui, parce que, je veux dire, on était plus habitué à une véritable concertation plutôt qu'à des lois qui arrivent sans véritable discussion. Et d'ailleurs, pas plus de discussion à l'Assemblée nationale. Une majorité qui impose sa façon de voir et un ministre qui impose sa façon de voir. Passons à présent au véritable feuilleton du lac de Caussade, dans Lot-et-Garonne. Cette retenue d'eau construite illégalement par la Chambre d'agriculture est sous le coup de sanctions financières. La préfecture réclame 1 million d'euros et la remise en état du site. Pas de quoi, visiblement, faire reculer les agriculteurs. On regarde. Ils ne lâcheront rien. Le message est clair pour le président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. Pour lui, l'arrêté préfectoral mettant fin au lac de Caussade n'a pas lieu d'être. Le dernier arrêté en date de Madame le Préfet, dernier arrêté que je qualifierais d'humiliant, d'acharnement, d'intempestif, d'aveuglement. Et donc, comme on a l'habitude, et de méprisant. Pourtant, la sentence qui pèse sur la Chambre d'agriculture est lourde. La préfecture lui demande de consigner plus d'1 million d'euros pour remettre le site en état dans un délai de 18 mois. Face à cette menace financière, Serge Bousquet-Cassagne se dit prêt à licencier 15 personnes pour compenser cette amende. Nous serons là au pied du lac, comme nous l'avons fait au mois de janvier, pour défendre ce territoire que nous avons sacralisé. Le projet est soutenu par la majorité des élus et syndicats de la profession. Cependant, certains soulignent un projet sans concertation et qui ne s'inscrit dans aucun plan départemental de gestion de l'eau. On n'a pas pris en compte sa gestion l'hiver par la réalimentation par le Tolza, qui est déjà concurrencé par des pompages hivernaux par les autres retenues qui existent sur ce bassin. Et ces autres retenues, ça équivaut à 1 million de mètres cubes. Le lac fait 900 000 mètres cubes. Donc on a une concurrence sur ce territoire, sur l'eau, une guerre de l'eau qui va s'ouvrir au détriment des irrigants. Donc il faut que la Chambre elle soit un peu plus constructive. C'est donc une passe d'armes entre la Chambre d'agriculture et les services de l'État qui n'ont pour l'instant pas réagi. En attendant, le lac existe et commence à se remplir. Alain David, vous êtes un élu de la République. C'est une situation un peu ubuesque en Lot-et-Garonne. Écoutez, d'un côté, nous avons, semble-t-il, les agriculteurs qui sont soucieux de l'avenir de leurs exploitations en privilégiant une retenue qui leur permettra d'irriguer en quelque sorte leur propriété. Et de notre côté, il y a semble-t-il des oppositions par manque de concertation. Alors je connais très mal ce problème. Mais doit-on respecter une décision de justice ? Elle est là la question. Mais voilà, c'est ça. Et on respecte une décision de justice. Ou alors, bon, je suppose qu'ils ont engagé tous les recours possibles, l'appel, etc., de façon à aller au bout quand même de leur projet. Effectivement, si la Chambre était obligée de rembourser une telle somme, ça représente, pour la remise en état du terrain, ça représente un préjudice très important qui serait malgré tout un préjudice pour l'agriculture de cette région. Une bonne nouvelle à présent pour les personnes habitant tout près des voies de la LGV dans l'ouest et le sud-ouest. Le gouvernement et les collectivités locales vont débloquer 22 millions d'euros pour lutter contre les nuisances sonores, une aide très attendue par les riverains. Des rames lancées à pleine vitesse, une soixantaine par jour en moyenne entre 6h et 23h. Un va-et-vient devenu insupportable pour les riverains. Des riverains dont les plaintes pour nuisances sonores ont finalement été entendues. On dormira peut-être mieux, on ne se réveillera pas la nuit ou quand les trains passent le soir ou le matin de bonne heure. On est content, quoi. Ça évitera qu'on déménage tous les uns les autres. Ou alors qu'il y en a qui ne puissent pas vendre leur maison parce qu'elles sont trop près de la LGV. Comme cette maison de famille à 150 mètres des voies, mise en vente, elle n'a pas trouvé preneur, mais son propriétaire espère désormais pouvoir la conserver. Il y a des gens qui sont ici depuis le début de leur vie. Et donc, il ne fallait pas sous-estimer cette qualité de vie et l'environnement. Donc oui, aujourd'hui, c'est une bonne décision, une décision intelligente. Si les normes de niveau sonore ont été respectées,
Le rapport établi à la demande de la ministre chargée des Transports reconnaît que cette réglementation ne prend pas en compte les pics. D'où cette décision d'accorder une enveloppe supplémentaire pour effectuer les aménagements nécessaires. Une décision qui conforte aujourd'hui les élus, certains regrettant toutefois que l'exploitant Lisea ne soit pas directement mis en cause. Les experts n'ont pu qu'attester qu'effectivement la démarche des élus était relativement bien fondée. Mais rien n'empêchait Lisea d'améliorer dès le départ. Si Lisea avait effectivement respecté le cahier des charges, peut-être que nous n'aurions pas vécu avec toutes ces nuisances sonores. 22 millions d'euros vont donc être débloqués pour le tronçon Tours-Bordeaux à part égale entre l'État et les collectivités, avec en première ligne la région Nouvelle-Aquitaine qui s'est d'ores et déjà déclarée prête à valider ce financement. Vous regardez 20h le rattrapage, notre invité Alain David, député PS de la 4e circonscription de la Gironde. Et une question, est-on vraiment au mois de mai? Les températures sont en dessous des normales de saison et en début de semaine, les gelées ont même sévi, notamment dans les vignes de la région. Les viticulteurs ne luttent pas à armes égales face à ces phénomènes météorologiques. Voyez ces images impressionnantes d'hélicoptères dans les vignes au-dessus du château d'Arsac en Gironde, des mesures destinées à brasser l'air et donc à le réchauffer. Mais d'autres viticulteurs ne peuvent qu'attendre le matin pour découvrir l'étendue des dégâts. Exemple à Cognac où certains viticulteurs ont perdu quasiment toutes leurs futures récoltes. Et là, tout est foutu. 80% de leurs vignobles touchés par le gel. Quentin et Fabrice Moyer ne peuvent que constater les dégâts. Il y avait des pousses qui faisaient plus de 30 cm. Alors, est-ce qu'il va ressortir? Il va ressortir un troisième bourgeon, théoriquement. De toute façon, ça va ressortir quelque chose. Ça va sortir des bois, mais sans raisin, quoi. Sur une autre parcelle, ces futures grappes de raisin devenues stériles. Pas de quoi démoraliser Quentin, qui vient de reprendre l'exploitation familiale. Les premières formances, c'est là où il y a toujours le plus de vin, et donc ça, cette année, ne sera pas à compter dessus, quoi. C'est décourageant, mais bon, on a quand même, au jour d'aujourd'hui, en Charente, un syndicat qui nous accompagne bien, qui nous donne des droits pour pouvoir planter des nouvelles plantations. À quelques kilomètres de là, une drôle de machine trône au milieu des vignes. On a une hélice qui brasse l'air et qui tourne en fait sur 360 degrés et qui va récupérer l'air chaud en fait qui se situe à 10 mètres d'altitude et l'envoyer par l'arrière de l'hélice en fait pour réchauffer et créer un courant d'air à la surface au sol. Ce système antigel a permis de protéger les bourgeons naissants. Son efficacité est étonnante. Sur une parcelle qui fait 11 hectares, on a sauvé plus de 10 hectares et voilà, l'intégralité de la récolte est sauvée grâce à ça. Et ça a quand même un coût important, 50 000 euros. C'est un coût à l'achat important, c'est vrai, mais qui s'amortit assez vite. Il y aurait une dizaine d'installations comme celle-ci dans le vignoble cognacé. Un vignoble touché, selon nos informations, à environ 10%. Voilà des phénomènes qui s'accumulent ces dernières années sur les vignes de la région. On voit les viticulteurs, c'est le nouveau mode de viticulture. Il faut s'équiper désormais pour lutter contre le gel. Alors c'est vrai que les vignes couchent dehors, comme on dit. Et c'est vrai que les gelées jusqu'avant les ceintes de glace étaient fréquentes. Un changement toutefois, c'est effectivement par rapport au changement climatique. On s'aperçoit que la végétation démarre beaucoup plus tôt et c'est vrai que les dégâts sont beaucoup plus importants qu'ils n'étaient à une certaine époque tant qu'on n'avait pas constaté des problèmes au niveau du réchauffement climatique. Et c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a des agriculteurs qui peuvent faire face parce qu'ils ont les moyens. Et une trésorerie nécessaire et d'autres qui sont effectivement nécessaires pour, à la fois pour prendre des mesures pour éviter le gel, mais aussi pour pallier aux effets ensuite, et d'autres pour le manque de récolte, qui sont condamnés à subir. Qui sont condamnés à subir, malheureusement, et c'est toujours les mêmes, c'est ceux qui en ont le plus besoin qui, justement, seront les plus touchés, quoi. Où sont passées les hirondelles en Limousin? L'Agence régionale de santé de biodiversité Nouvelle-Aquitaine a indiqué que 15 à 20% des espèces étaient en voie de disparition. Chez les oiseaux, par exemple, en une quinzaine d'années, près de la moitié d'entre eux a disparu ou est en passe de l'être. On regarde. Un nid d'hirondelles, des oisillons qui gazouillent, cette image bucolique risque peut-être de ne plus faire partie du paysage dans les prochaines années.
Les habitants du Limousin sont nostalgiques de ce petit compagnon, synonyme de printemps. Ah, les hirondelles, c'est pratiquement terminé depuis 2 ans. On ne sait pas pourquoi, mais il n'y en a plus. C'est dommage parce que d'abord c'était l'arrivée du printemps, c'était bien, c'était les beaux jours et tout, et puis voilà, il n'y en a plus. Elles étaient plusieurs milliers de couples à s'installer dans la région. Désormais, aux yeux des spécialistes, l'hirondelle est officiellement en fort déclin. Lors de nos inventaires, finalement, on les compte, alors soit en les voyant passer en vol, soit en les comptant sur des colonies selon les points où on observe. Et puis ce chiffre, depuis 2002 qu'on fait ces inventaires, fait que de diminuer quand on cumule l'ensemble des inventaires que l'on fait. Et les hirondelles sont en train de diminuer, on en observe de moins en moins. Entre 2002 et 2017, 2/3 des hirondelles de fenêtres ont ainsi disparu. Et ce n'est pas la seule espèce à être menacée. Petits rongeurs, chauves-souris, vipères et abeilles sauvages, c'est tout un pan de la faune du Limousin qui est en péril. Et les causes sont multiples. En Limousin, comme un peu partout sur la planète, la principale cause de la disparition, c'est notre mode de vie. Alors en premier lieu, il y a le changement climatique, on en parle, ça c'est lié à notre façon d'utiliser les énergies fossiles. Et après, il y a les pratiques qui, pour des raisons économiques, nous amènent à avoir de la surpêche, à avoir de l'agriculture qui est plutôt intensive, des pratiques qui visent un petit peu à favoriser la disparition de ces espèces. En France, tous les 10 ans, l'équivalent de 1000 terrains de football sont artificialisés. Difficile donc, pour la nature, de reprendre ses droits. Voilà à présent une vidéo qui a retenu votre attention sur les réseaux sociaux. Le Technival a pris fin en Creuse. L'événement a rassemblé près de 10 000 festivaliers. C'est donc l'instant web. La Sibérie. Mais magique, hein? Magique. Très contente. Nous partons très contentes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était génial. Bon, le temps, il faisait un peu froid, mais à part ça, c'était génial. On était en famille. En famille. Et là, vous vous apprêtez à repartir tranquillement? Tranquillement, mais durement. Jusqu'au Pays Basque. Ça va être long, la route. Faut que ça se termine, hein, c'est sûr. Puis ouais, on n'a pas trop le choix, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, toutes les bonnes choses ont une fin. Et puis on va se quitter sur ces images d'exploit et l'arrivée de Jean-Jacques Savin, l'homme au tonneau, comme on l'appelle. C'était lancé il y a 4 mois des Canaries pour une traversée de l'Atlantique. 127 jours plus tard, il est arrivé à bon port en Martinique cette semaine. Le tonneau, dont les finitions avaient été réalisées à Arès, a donc tenu le choc. Ainsi se termine cette émission. Alain David, est-ce que vous retenez peut-être une image de l'actualité présentée à l'occasion de cette émission? La mobilisation des parents d'élèves à propos de la loi sur les écoles. Et, à mon sens, la nécessité de la part du gouvernement d'entendre ce cri des parents d'élèves et d'essayer de modifier leur façon de voir et en particulier de ne pas toucher à notre école publique et républicaine. Merci Alain David en tout cas de nous avoir accompagnés pendant cette demi-heure d'information. Je vous rappelle donc que vous êtes le député de la 4e circonscription de Gironde. Merci à vous en tout cas de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente semaine à vous.